merci à tous déjà. Du coup, on va passer 45 minutes à discuter de navigation sur mobile. Pour ceux quand même qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Amélie et mon métier c'est de faire du conseil, ça marche pas? Je peux parler encore? C'est un vrai micro. Et je fais du conseil en UX design dans un petit studio qui s'appelle l'huile sur le gâteau. J'ai écrit aussi des bouquins en sortir un, c'est plutôt la semaine dernière, sur l'expérience utilisateur mobile. Et d'ailleurs, j'en offre un au courageux qui posera la première question tout à l'heure. Comme ça, c'est dit, vous pouvez préparer ces questions pendant la fin. Et du coup, quand les gens viennent m'ont contacté pour me dire est-ce que tu voudrais faire une conf, j'ai dit oui, et après je me suis dit bon alors évidemment j'ai envie de parler de mobile, je dormais et je ne rêvais que de ça depuis un petit temps. Et j'ai choisi le sujet sur lequel on m'interroge le plus quand on vient voir pour demander des conseils, qui est la navigation. Parce que clairement c'est pas évident. Juste un petit sommaire pour vous récapituler ce qu'on va voir. On va d'abord se questionner sur c'est quoi, ça veut dire quoi de navigation mobile. C'est quoi le contexte, en quoi c'est spécifique. Est-ce qu'il y a des choses différentes du web normal ou du web d'avant qui font que on utilise des techniques peut-être un peu différentes, on les verra ces techniques après, en énumérant certaines. Évidemment, en 45 minutes, je vais pas vous raconter l'histoire de toute la navigation sur mobile, mais on verra les trucs les plus importants. Merci pour la lumière. Je sais que vous ne voyez pas forcément hyper bien, je me suis mis au fond, donc je vais montrer beaucoup d'exemples quand ils ne seront pas assez difficiles, je vais décrire ce qu'il y a sur l'écran. C'est pas le futur, mais on fait avec. On verra aussi comment est-ce qu'on utilise un menu visible ou un menu caché, donc on parlera de hamburger et compagnie. Et puis on finira par le plus rigolo, la navigation par geste. Ça va? Au fond, vous m'entendez bien aussi? Pas trop. Alors, oui ou non? Donc pas trop, j'essaie de parler plus fort. Donc, essayons d'abord de se demander, ça veut dire quoi naviguer sur mobile, même si de manière générale, tout ce qu'on va voir est applicable à toutes les interfaces sur écran, mais sur mobile, il y a vraiment des choses pas évidentes. Dans nos têtes de concepteurs, quand on est dans nos salles de travail et qu'on dessine des boîtes et des flèches en se disant oui, alors l'utilisateur il va passer par-ci, ensuite par-là, ce sera trop super, on a l'impression un peu de ça, qu'il va naviguer sur des flots trop super, il y aura un ciel bleu, et dire ouh, je navigue, c'est vraiment génial. Dans la vraie vie, la plupart du temps, c'est plutôt la galère. Et là encore, c'est pas le moment où on a sorti les rames, mais vraiment, et on s'en rend compte parce qu'on est aussi, nous, utilisateurs, c'est pas aisé de naviguer sur mobile. On pourrait dire, mais ça vaut pour tous les contextes. Mais on s'en fiche de naviguer. Donc on va passer à parler de choses dont on se fiche. Tout ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc la navigation, c'est que le moyen d'y arriver. Donc finalement, si l'utilisateur ne le voit pas, n'en parle pas, appelle pas le service client pour vous dire « Oh, votre navigation, elle est trop super », là, on est content. Donc tout ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'adoucir la navigation pour que l'utilisateur arrive à son but, trouve son information, arrive à commander, etc. selon votre service. J'avais envie d'insister sur le fait que le contexte mobile, c'est pas seulement sensible, j'ai écrit hypersensible volontairement, vraiment hypersensible aux défauts d'architecture d'information. C'est-à-dire que sur plein d'autres services, dans plein d'autres contextes, bon, la navigation est un peu lourde, on fait 12 000 clics, c'est pas forcément hyper grave. Mais sur mobile, ça peut devenir vraiment embêtant et du coup générer de l'abandon. Hein. C'est pas juste que c'est embêtant et du coup l'utilisateur n'est pas content. Non, ça veut dire que globalement, il s'en va ou il arrête d'utiliser votre service. Ce qui en général ne vous arrange pas beaucoup. Pour plein de raisons qu'on va énumérer rapidement là en intro. Ces raisons, elles sont liées aux appareils, au téléphone, au contexte, au réseau. Elles sont liées aux services, qu'est-ce qu'il y a dans le service, et elles sont liées aux usages. Comment les gens utilisent les services mobiles. Parmi ces raisons, la vitesse de chargement n'est pas vraiment toujours là, et c'est vraiment un doux euphémisme. On galère, on attend, ça charge, ça marche pas. Ça veut dire que du coup, quand je me trompe en tant qu'utilisateur, je ne suis pas sur la bonne rubrique, je ne suis pas dans le bon menu et je dois recommencer, ça prend énormément plus de temps. Parce que chaque essai-erreur
se multiplie par le nombre ou la durée de l'attente en question. Et donc du coup on voit même en test utilisateur des comportements de gens qui sont un peu plus, je dirais, craintifs à appuyer et à choisir tel ou tel item de menu. Parfois j'entends si c'est pas ça, voilà, on sait que du coup on va devoir revenir en arrière, qu'on va devoir recharger la page, puis une autre encore, et que ça va être compliqué. Donc on fait un peu plus attention finalement à ce sur quoi on appuie. Je suis allée en arrière, ça va beaucoup nous aider. Donc du coup je fais très attention à ne pas me tromper. Aussi parce que le contexte mobile, c'est un contexte dans lequel je vais papillonner, qui est aussi très, très propice aux ruptures, sans métaphore du tout. Hein. Vraiment, je vais papillonner, c'est-à-dire que je vais aller d'un endroit à un autre, je vais faire 12 trucs en même temps. Et il va y avoir beaucoup de ruptures qui sont soit liées au mobile en lui-même. Je suis en train d'utiliser une application, ma mère m'appelle, c'est une rupture, je reçois un SMS, c'est pareil. Il y en a énormément, des ruptures intra-mobiles. Et sinon, des ruptures de vie, en fait. Je suis en train d'utiliser une application, mon boss débarque sans crier gare, mon mec me demande, mais ça t'intéresse que je te raconte ou quoi? J'arrête tout de suite. J'arrête, ça veut dire je vais reprendre à un autre moment, et il faudra me replonger dans la navigation, réattendre, etc. Vous allez vous rendre compte de la criticité des choses. C'est vraiment une volonté de ma part en intro de vous raconter pourquoi c'est important qu'on polige vraiment la navigation sur mobile, parce que sinon les utilisateurs vont fuir ou abandonner. Pourquoi aussi? Parce que, et de plus en plus, on a des sessions d'usage sur mobile qui sont vraiment éclairs. Ça dépend des services, mais il y a de plus en plus de services pour lesquels, en une seconde, je devrais pouvoir avoir mon information. Je veux checker la météo, le résultat du dernier score de match de je sais pas quoi. On va être dans un sportif, c'est infernal. Checker le dernier truc. Donc j'en ai normalement pour une seconde à regarder. Et c'est le cas si la navigation est bien pensée. C'est moins le cas si j'ai plein d'étapes et plein d'écrans entre ce que je veux faire en tant qu'utilisateur et mon objectif, mon information. Du coup, parce que en tant qu'utilisateur, j'ai l'impression que ça devrait aller vite, j'ai cette attente-là. On va même se le dire en société. Attends, je check. Attends, je regarde. Et du coup, souvent, parce qu'il y a justement un contexte social, j'ai envie d'avoir cette information-là vite. J'ai pas envie de me galérer, de dire ah putain, attends, ça cherche, la galère. Ah merde, c'est pas le bon endroit. Voilà. C'est aussi très important parce que le besoin peut être, c'est souvent le cas, pressant. Je suis dans la rue, il faut que je sache si je dois aller à gauche ou à droite. Il faut que je puisse naviguer rapidement pour trouver mon information. Ça peut aussi être un contexte de vie. Je suis effectivement dans la rue, je suis dans un quartier où je me suis déjà fait tirer 3 fois mon téléphone. C'est pressant, pas forcément pour l'information que je suis en train d'avoir, pour le service sur lequel je suis en train de naviguer. C'est pressant parce qu'il y a un contexte autour qui fait que j'ai plutôt envie de ranger vite mon téléphone dans ma poche. Aussi parce que le contexte intentionnel est hyper dégradé. Visuellement, parce que c'est souvent comme je marche, c'est flou, il y a du soleil, ou il fait noir, je vois rien, il y a plein d'autres choses qui attirent mon attention, je suis dans le métro, il se passe des trucs, voilà, j'ai qu'un petit bout de mon attention qui peut être consacré au service mobile. Et puis, enfin, je crois qu'enfin, et puis parce qu'on observe souvent sur mobile des grandes récurrences d'usage. Une grande récurrence d'usage, ça veut dire quelque chose qui est utilisé très 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 régulièrement. Donc c'est souvent de l'ordre de l'outil, que ce soit dans la sphère privée ou dans le domaine professionnel. Un outil de travail, je vais pouvoir l'utiliser 8 heures par jour. Et dans le domaine médical, par exemple, on observe de plus en plus de services mobiles que les gens utilisent vraiment très fréquemment. Et du coup, ça souffre encore moins les problématiques de navigation, parce que ça se répète. Et tous les jours, pendant 8 heures par jour, j'utilise cette appli, je vais me taper le défaut d'architecture. Et c'est cette répétition qui fait que c'est encore moins acceptable. En tout cas, c'est dommage de ne pas le faire. Bref, on a besoin d'aller vite et d'aller bien. Au but. Comment on fait pour faire ça? On va énumérer quelques techniques et commencer juste par un point presque théorie sur les types d'architecture. C'est pas très compliqué, il peut y en avoir que 2 types. J'ai un peu grossi le trait, mais ce que vous avez là, c'est une architecture plate. On dit plat ou large. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux, donc j'ai pas beaucoup d'actions à faire pour arriver à l'item le plus profond. Ici, j'en ai 2.
j'ai 2 tapes à faire, pour avoir une grande largeur d'information. L'inverse, c'est une architecture qu'on dit profonde. À chaque niveau, j'ai pas beaucoup de choix, mais par contre, j'ai beaucoup de niveaux. Ça fait à peu près le même nombre d'items au final. Ça, c'est très théorique. Mais en mobile, on a souvent des architectures profondes parce qu'on n'a pas beaucoup de place à l'écran. Donc du coup, pour mettre un menu qui fait c'est juste pas possible. Donc, on a des architectures très profondes avec des arborescences où j'appuie sur quelque chose, j'ai un autre écran, je réappuie sur la sous-rubrique, puis sur la sous-sous-rubrique, etc. Or, en termes de perception, c'est hyper lourd. C'est des écrans qui servent à rien à part à naviguer. C'est-à-dire que j'ai aucune information, ça me sert à rien, à part à peut-être à un moment donné atteindre mon but. Donc on va essayer de bosser sur le réel, de la profondeur, essayer de réduire cette profondeur-là au moins pour les usages clés. Et on verra que c'est très important de bien choisir les usages pour lesquels on essaie de limiter la profondeur. Donc quand je dis profondeur, c'est le nombre d'étapes pour atteindre mon objectif. Et puis aussi de travailler sur la perception, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on peut sur la réalité du nombre de niveaux pour atteindre un objectif, on peut aussi quand même travailler sur l'interface pour faire genre, il y a moins d'étapes. Et on verra quelques exemples tout à l'heure. Donc on peut travailler à la fois sur le réel et sur le perçu. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on favorise les usages clés. On ne peut pas tout mettre en avant, tout faire. En gros, si vous mettez un texte tout en gras, il n'y a plus rien qui va ressortir. C'est un peu pareil pour votre contenu. Très souvent, j'arrive en réunion et ils me disent, bon alors voilà, c'est moi qui leur demande, qu'est-ce qu'on met dedans? Ils me disent, il y a tout ça. Qu'est-ce qui est important? Tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible comme, oui, votre cible utilisateur, c'est qui? Tout le monde. Ça non plus, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça veut dire qu'on va dévaloriser le service pour plein de gens parce qu'on veut privilégier tout le monde ou parce qu'on veut tout mettre en avant. Donc mon job principal, c'est vraiment de forcer les gens à hiérarchiser. Je suis la fille relou qui arrive en réunion et qui dit « Bon non, on va pas juste mettre notre post-it, on va faire des catégories. On va tout mettre en vrac, énumérer, vous allez me dire qu'est-ce qui, soit stratégiquement, soit d'un point de vue utilisateur, et le truc cool, c'est quand c'est les deux en même temps, est vraiment important. Et quand je dis vraiment important, c'est vraiment important. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit quand on ouvre l'appli? Quelles sont les rubriques les plus importantes? Qu'est-ce qu'il faut que l'utilisateur fasse pour que vous fassiez du business? Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Mettre en avant, ça veut dire aussi qu'on est obligé de cacher, de dissimuler, de dévaloriser certaines choses. Et il faut qu'on accepte de le faire, sinon ça ne marche pas. Donc ça veut dire que les rubriques accessoires vont être moins faciles à atteindre. Peut-être que pour celle-ci, il faudra 3 tapes. Et peut-être, ou certainement, que c'est pas grave. Et je trouve que c'est le truc le plus difficile pour mes clients à accepter, le truc de « c'est pas grave ». On fait tout un truc et à un moment ils me disent « Oui, mais là ça veut dire que pour faire ça, le mec il va devoir appuyer 3 fois ». Comme il va le faire une fois dans sa vie, peut-être, c'est vraiment pas grave. Parce que ça nous aura permis, sur les autres usages phares, d'avoir un truc, parfois sans même une action. D'ailleurs, c'est le fait qu'on n'ait pas beaucoup de place sur mobile, et qu'on soit obligé du coup vraiment de réfléchir très précisément à chaque détail de la navigation, cette contrainte, en général, nous pousse à faire mieux. Faciliter la navigation, comme je vous disais, peut-être même faire aucune action, ça doit commencer par essayer d'éviter la navigation. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête sur un menu si j'arrive à concevoir mon interface de telle manière qu'il n'y ait soit pas d'interface, soit presque rien à faire de la part de l'utilisateur. C'est donc pas juste une histoire de menu. Je vous ai mis là un exemple de Linkso qui est une appli pour gérer son budget qui permet de merger tous les comptes bancaires que j'ai dans toutes les banques. Et en gros, c'est un petit peu comme si vous aviez votre compte en ligne de votre banque, mais avec plusieurs banques à la fois. On n'a rien compris du tout. En tout cas, je peux regarder l'argent que j'ai. Et dans l'écran d'accueil de cette application, vous ne voyez pas forcément, mais à gauche, j'ai un compte chèque, un compte épargne. Je vois le solde, ok, d'accord, mais un des usages principaux des gens qui viennent consulter leur compte, c'est de regarder les dernières opérations. En gros, est-ce que le chèque de machin il est passé? Est-ce que tel truc est passé? Où j'en suis, quoi? Sur, en général, les 5 dernières opérations. Pour les gens qui consultent leur compte, ça intéresse. Et du coup, en arrivant là, je vois le solde. Ok. Donc je me dis, je vais appuyer sur le compte chèque, parce que c'est là où il se passe des trucs. Et en appuyant sur le compte chèque, en fait, ce que j'attends, c'est l'écran de droite.
qui est un écran où, en fait, je dois réappuyer pour voir le contenu de mon compte chèque. Parce que les mecs se sont dit, on va devoir avoir un écran où on va lister tous les comptes de la personne, on ne peut pas le faire sur l'écran d'accueil, et du coup, on est obligé d'avoir cette étape intermédiaire. Non, il faut absolument favoriser cette étape phare, qui est, je consulte les dernières opérations sur mon compte. Je n'ai pas besoin de faire 2 tapes pour ce faire. C'est important ici parce qu'en vrai, comme c'est une appli que les gens utilisent souvent, au bout d'un moment, ça va vraiment passer le seuil de la conscience. C'est-à-dire que, je ne sais pas au bout de la combienième fois, mais je vais me rendre compte que cet écran ne me sert vraiment à rien, que c'est relou, que je dois appuyer à chaque fois sur 2 trucs qui me paraissent être exactement la même chose. J'ai l'impression de demander 2 fois la même chose. C'est comme si au guichet, je disais, c'est quoi mes 5 dernières opérations? Et que la meuf me disait, pardon, c'est quoi mes 5 dernières opérations? En vrai, c'est ça que ça donne en dialogue homme-machine. BNP a une appli qui s'appelle Mes comptes, qui répond pas du tout à ça, mais qui répond à d'autres usages clés qui sont quand même combien j'ai sur mon compte. Je suis dans le rouge ou je suis pas dans le rouge. Il y a deux features qui permettent de répondre à ça en limitant ou en annulant tout besoin de navigation, qui sont ce que vous voyez à gauche, qui est en gros la météo du compte. J'ouvre l'appli, je ne me suis pas logué rien. J'ouvre l'appli, je vois si il fait beau ou c'est la galère. Je ne sais pas encore de combien, mais je sais si ça va à peu près ou pas. Et peut-être que cette info-là, elle me suffit. Hein. Genre, est-ce que le mec, est-ce que le mec qui m'a livré le fuel a encaissé mon chèque de 2000 balles ou pas? Est-ce que ça va? Si je n'ai pas besoin de plus, je referme mon application. Et j'ai quasi pas navigué à part avoir ouvert mon application. Niveau intermédiaire, mais un peu dans ce genre-là, si je double tape sur ma photo, que j'ai bien sûr renseignée dans l'appli BNP, car c'est tellement intéressant d'avoir sa photo, je vois le solde de mon compte. Et là, j'ai un autre niveau qui ne répond pas à tous les usages. Plein de fois, je vais quand même avoir besoin de me loguer pour faire d'autres trucs, faire un virement, regarder mes dernières opérations, etc. Mais ça répond à plein d'usages. Et là, j'ai presque pas eu besoin de naviguer. Shazam, c'est plus comme ça, mais c'est à peu près pareil. En tout cas, on me demande toujours de faire un truc. Alors, les pauvres en marketing chez Shazam, ils aimeraient bien qu'on fasse autre chose que juste Shazam. Et sauf qu'en fait, c'est ce qu'on a envie de faire parce que c'est ce qu'ils proposent depuis le début. Du coup, pourquoi quand j'ouvre mon application, ça lance pas tout de suite au Shazam? Pourquoi j'ai pas envie de faire un truc? On peut se poser la question. Et c'est ça, réfléchir à la navigation sur mobile. C'est vraiment se dire, c'est quoi l'usage principal? Comment je le favorise? Comment je privilégie? Comment je fais que c'est facile d'atteindre mon objectif? Enfin, l'objectif de l'utilisateur. Ici, on me demande de d'effleurer. C'est plus effleuré, aujourd'hui c'est touché, enfin, c'est pareil. On me demande de faire un truc. La météo, vous vous souvenez cette histoire de je veux juste regarder la météo, je veux checker quoi, c'est comment? Et je sais pas vous, mais les applis météo, c'est de pire en pire, mon Dieu. Alors je sais que peut-être à 13h30 il va pleuvoir à 40%. Franchement c'est horrible. Et comme en plus de toute façon on sait qu'ils se trompent, ça sert du coup de plus en plus vraiment à rien. On voit qu'on en a plusieurs et qu'en plus de ça on regarde à la télé et on demande à notre mec s'il a vu la météo du jour. Bref, il y a des gens, non mais c'est ça s'intéresser aux... Ça a l'air drôle et tout ça, mais en vrai, c'est ça s'intéresser aux usages et à la vraie vie des gens. On est tellement dans nos bulles, enfin je sais pas vous, mais moi oui, dans nos bulles de concepteurs, d'imaginer des trucs trop super et tout, qu'on oublie trop souvent la vraie vie des gens, ce dont ils ont besoin, et que eux, ça les fait pas kiffer de faire des swipes, des trucs, je navigue. Donc, y a des gens qui s'appellent, en français c'est parapluie, l'appli s'appelle vraiment parapluie. Quand on fait une application, je l'ouvre, on me dit t'as besoin de ton parapluie aujourd'hui ou pas? En gros, c'est à peu près ça. En vrai, c'est ce que je cherche. À savoir, je cherche pas juste à savoir la météo, je cherche à savoir quelle activité du coup je vais pouvoir faire si c'est le week-end. Est-ce que plutôt je lis des bouquins au coin du feu ou est-ce que je vais faire du bateau? Et comment je m'habille? En gros, pourquoi on regarde la météo? C'est pas pour le plaisir de regarder la météo. Les mecs vont un peu plus loin, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'application, vous pouvez juste recevoir des notifs pour savoir tous les matins si vous devez prendre votre parapluie ou pas. Ça dépend où vous habitez, mais ça peut être utile. J'ai pas navigué là, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas eu besoin de naviguer.
Un point plutôt de vigilance, mais qui est très important. Il faut vraiment bosser sur la vérité de l'architecture de l'information, en tout cas de la navigation et pas sa théorie. Autrement dit, c'est très bien de faire des beaux flux d'interaction, des belles boîtes et des belles flèches, mais il faut vraiment, et pour ça on n'a pas besoin de faire des tests utilisateurs, il faut juste être un peu vigilant, travailler sur le vrai flux d'interaction avec l'écran qui demande la notif, l'écran qui demande la géolocalisation, l'écran de pub, puis celui qui dit bienvenue sur l'application. Bref, parfois au bout de 10 écrans, j'ai toujours pas eu le premier truc intéressant. Ça c'est la réalité, pas la théorie. Notamment justement ces premières étapes qui précèdent l'écran utile en fait d'un service. Et j'avais envie de faire un focus, j'aurais pu prendre plein d'autres exemples, mais sur ce que plein de gens appellent l'onboarding, qui est finalement plutôt de la pédagogie, et qui de plus en plus trop prend cette forme de tutoriel sous forme de planche, où je dois faire ça, 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 et du coup je regarde même pas. Notamment en test utilisateur, je le vois, les gens qui font ça, ils regardent pas du tout. Je suis désolée de vous dire, c'est horrible, mais on se fait plaisir, ça fait du bien, comme ça on s'auto-congratule un peu. Regarde sur cette application, tu peux voir les actualités. Ouh, super. Mais ça sert à rien. Quand est-ce que ça sert ou comment on peut le faire un peu mieux? Parce que je sais qu'on est tous aux prises avec on le fait pas, il faut faire plaisir à machin, et puis quand même, c'est vrai que c'est joli. Bon, comment on peut faire pour faire un peu moins pire? Déjà, on réserve ce genre d'écran vraiment aux éléments stratégiques ou qui vont être discriminants pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment lui servir, qui vont lui faire c'est-à-dire ah oui, ok, il y a vraiment un truc différent où j'ai pigé un truc, ah oui, je vais pouvoir faire ça. Donc discriminant, ça veut dire qu'il fait la différence par rapport à la concurrence, par rapport à ce qu'ils connaissent par ailleurs, par exemple. Il faut aussi vraiment veiller, on verra les exemples après, au volume d'informations. Plus j'en mets, pire c'est. On verra que ça atteint des sommets très très régulièrement, hein. Ça atteint des sommets. J'ai sur mon ordinateur 3000 shoots d'onboarding, mon Dieu. La moyenne, je sais pas, ça doit être 4 écrans, c'est une moyenne. Ça marche mieux quand on le fait en contexte que quand on le fait avec des planches avant même d'arriver sur l'application. Et puis, c'est bien, c'est mieux de fournir une porte de sortie. Et les gens la cherchent, hein, très clairement. Donc d'abord, il faut qu'on choisisse quoi dire. Voyez-vous un peu on a SoundCloud, Arte, je ne sais plus si c'est Arte TV ou Arte, et Pinterest à droite, donc quand même des gros trucs avec des bonnes équipes de conception et tout ça. Qui, dans les planches de présentation de leur application, choisissent de mettre en avant la recherche. Parce que rechercher, c'est tellement innovant, original, sympa, discriminant. Si quelqu'un cherche à chercher sur ce genre d'application, il va trouver comment faire. Hein. Probablement, vous aurez le petit picto qui va bien, qui repère, et il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là, on a de la chance, on le repère et on comprend ce que ça veut dire. Donc, il n'y a aucun intérêt à mettre ça en avant d'utiliser l'application. C'est un peu comme si vous disiez, on a conçu une recherche. Ouais, ok, super. Vous ne voyez pas, mais dans celui d'Arte, il y a un espèce de carrousel du coup, qui indique le nombre d'étapes, je ne les ai pas comptées. Mais sans mentir, je crois qu'il y en a au moins une quinzaine. Il y en a au moins une quinzaine et il n'y a pas de porte de sortie. Les mecs ont même appelé ça intro. Il y a marqué intro en haut. C'est pas juste pour le plaisir que je vous dis ça. Je vous le dis parce que ces écrans-là sont clairement des points de fuite. Un point de fuite, ça veut dire que le mec s'en va et potentiellement il revient jamais. Et quand on sait les taux d'abandon des applications après la première utilisation, c'est très très gros. Et ben on considère que c'est important, c'est-à-dire il faut que le mec arrive sur le service et peut-être après on essaiera de l'engager différemment. En tout cas, mettre en avant la recherche, ça sert à rien. Un bon signal aussi, c'est quand vous commencez à inventer des écrans où vous pointez avec des flèches, là il y a telle fonction, là il y a telle fonction, là il y a telle fonction, et que vous faites ça sur tout l'écran. C'est très mauvais signe parce que ça veut dire que les fonctionnalités et les pictos ou les libellés que vous avez inventés pour les représenter ne sont pas assez explicites. Là, je suis sur une appli qui s'appelle Mes Courses, qui est une appli de manger-bouger. En haut à droite, j'ai un plus, donc on m'explique que c'est pour créer une liste. C'est une appli de liste de courses. Hein. J'osais imaginer qu'un plus, ça sert à créer. Il y a quoi d'autre? Ah oui, on me dit même que je peux appuyer pour consulter une liste, qui a un bouton à sélectionner, et que je peux commencer mes courses avec un bouton en dessous qui est écrit « Commencer mes courses ». Quand vous redites, non mais c'est des bons signaux, et moi aussi hein, j'en ai marre tout le monde, c'est pas grave.
Mais l'important, c'est d'avoir l'œil, de les repérer et de ne pas refaire les mêmes erreurs tout le temps. Notamment quand vous commencez à décrire les choses avec des libellés qui sont déjà dans l'interface, c'est un très bon signal. C'est déjà écrit, c'est pas la peine de le réécrire. Et ça arrive tout le temps de voir des interfaces comme ça, donc c'est important. On est chez Le Monde, très facile va être très content. Il bosse au Monde, et ça va très bien. On est tous des gens très bien d'ailleurs, on fait tous des erreurs. Le but c'est d'en faire moins, et c'est pour ça que je vous montre aussi des exemples de groupes, de grosses équipes, des UX à fond, des designers de folie, et qui pourtant, ben, c'est comme ça, on n'a jamais fini, donc on itère, et puis on fait de mieux en mieux, mais plein de fois on fait des erreurs. Bref, Le Monde c'est 8 écrans, juste parce que j'ai installé la nouvelle version. 8 écrans qui m'expliquent ce que je peux faire dans l'application. Donc mon point c'est pas de dire tous ces écrans sont à jeter, mais qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que c'est intéressant ou pas de dire ça à l'utilisateur. Il y en a un par exemple qui dit, je crois, genre balayer vers le bas pour refermer un article. C'est vrai que c'est sympa. Et que si... Non, c'est vrai, en vrai, c'est vrai que c'est sympa. Et que si j'utilise cette application très souvent, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de faire ça que d'essayer de viser le bouton retour. Par contre, c'est pas le bon moment pour me l'apprendre. J'ai encore rien vu, j'ai même pas vu du journal, enfin je sais pas, je télécharge Le Monde, j'ai envie de voir de l'actu. Et une fois que j'ai vu ça, bah, je serai dans meilleure disposition mentale pour apprendre à fermer un article. Mais c'est quoi le meilleur moment pour apprendre à fermer un article? Bah, c'est peut-être déjà d'attendre que j'en ai lu un. Vous voyez à quel point la navigation, c'est quelque chose de contextuel et pas un truc complètement théorique. Donc là, c'est typique, les mecs ont passé 6 mois à faire l'appli, ils ont galéré à faire les gestes. Ouais, évidemment qu'ils ont envie de se féliciter en disant « Regardez, vous pouvez swiper à gauche, à droite pour voir l'article suivant et le précédent, vous pouvez balayer vers le bas pour le fermer. » Ça sur 8 écrans. Le dernier, c'est même une fonctionnalité qui est quand même un peu réservée aux experts pour personnaliser sa page d'accueil. J'ai certainement pas envie de faire ça maintenant, même si je suis dans la cible. Je le ferai pas maintenant. Donc je dis non merci. Donc au final, tout le monde dit toujours non merci, passez, suivant. Ça veut dire aussi qu'il y a du taf derrière ça. Il y a des gens qui ont passé des jours à fabriquer ces écrans pour rien. Je reprends une appli qui est de la même équipe, comme ça ils vont quand même pas trop me détester, qui s'appelle La Matinale. Donc c'est chez Le Monde, et là c'est un bon contre-exemple. Ils m'apprennent 2 trucs. Ils m'apprennent 2 trucs que sinon j'aurais pas deviné, qui sont difficiles à deviner. Ils m'apprennent que c'est dès 7 heures, et là j'apprends vraiment un truc, mais je peux sélectionner les sujets qui m'intéressent et les mettre de côté. Ils m'expliquent pas comment le faire. Il y a un doigt et des flèches, donc je comprends implicitement que c'est sans doute en faisant comme ça. Mais il m'explique à quoi ça me sert. Donc là, ça m'est utile en tant qu'utilisateur. Deuxième truc, ils me disent que ces articles-là, je vais pouvoir les consulter hors connexion. Ouais, là, j'ai appris un truc que sinon, j'aurais pas pu deviner. Et là, en 2 écrans, parce que je suis encore dans d'assez bonnes dispositions et qu'on n'en a pas mis 6 avant, pourquoi pas. Donc vous appuyez sur j'ai compris parce que vous êtes gentil. Donc ça c'est les écrans vraiment réservés pleine face à un truc de pédagogie en particulier. On observe quand même que ça marche en général mieux en contexte, avec des sortes de petites bulles, ou quelle que soit la forme. En tout cas, il y a 2 choses importantes dans ce genre d'écran, qui sont d'abord ça ne remplit pas tout l'écran. Ça ne remplit pas tout l'écran, ça veut dire aussi que ça ne m'empêche pas de faire autre chose, ce qui est important. C'est donc un peu moins intrusif, je le vis moins comme un mur en pleine face. Et puis en plus, je voulais dire un truc que j'ai complètement oublié. Bon bref, c'est beaucoup mieux en contexte et mieux vécu par l'utilisateur, et c'est pas anodin de le dire. Ça n'empêche pas la navigation, et je vais retrouver ce que je voulais dire, c'est important parce que du coup je comprends mieux parce qu'il y a le contexte. Je vais mieux comprendre comment fermer un article sur Le Monde si on me le dit au bon moment, parce que je comprends et que l'interface elle est là sous mes yeux en fait. Sinon ça veut dire que je dois me représenter comment ça va être quand je vais lire un article, me souvenir que je vais devoir faire ce geste-là, c'est déjà mort. J'ai pas assez d'espace mental pour mémoriser tout ça, fois le nombre d'applis que j'utilise évidemment. Parce qu'on n'est malheureusement pas tout seul. Donc je comprends bien parce qu'il y a le contexte. Par contre, répétez pas que je vous ai dit de mettre des petites bulles partout.
genre sur Foursquare, ça donne ce genre de truc. Du moins parce que les libellés sont vraiment rigolos. Donc on dit un truc, nous sommes, blablabla, le libellé sur lequel je peux appuyer, c'est noté. Je suis sympa, il n'y en a eu qu'un pour l'instant, j'appuie sur c'est noté. Et puis un autre, on dit, lorsque tu arrives sur cet écran, blablabla, je vais appuyer sur cool. Ouais, cool, ok. Troisième, les évaluations Foursquare, elles vont parler comme ça. Et là, je peux encore redire cool, je commence un peu à en avoir marre. Et puis le dernier, où on me dit un truc et en me proposant d'appuyer sur magique, pas du tout magique, quoi. Ça marche. C'est pas du tout magique parce que, en fait, on m'a surexposé à des messages dont je n'ai que faire. Vraiment, ça m'intéresse pas. Qui décrivent un truc, souvent en plus ici, qui est déjà à l'écran, donc j'ai rien appris de plus. Et le volume de messages fait que j'en peux plus, en fait. Ça génère vraiment un affect négatif envers l'application. Donc c'est pas juste on n'essaie pas juste de favoriser l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité à moindre coût de l'utilisateur, j'arrive vite à mon objectif, mais on essaie aussi d'engager sa satisfaction, qu'il soit, si ce n'est hyper content, en tout cas pas déçu ou pas mécontent d'utiliser notre application ou notre service. Je dis beaucoup application, mais évidemment, ça s'applique aussi au site mobile. Donc évidemment, encore une fois, il faut juste bien doser ce qu'on fait. Il y a une bonne technique qui est d'attendre l'engagement dans l'action avant de proposer comme un bourrin. Donc l'engagement dans l'action, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'attends que le mec ait lu un article pour lui dire comment le fermer. J'ai 3 exemples, on appelle ça l'éducation juste à temps, la pédagogie juste à temps. Là, on a 3 exemples, donc le premier sur Do Not, où c'est parce que j'ai utilisé pour la première fois une recette qu'on me dit, bon là c'est des Américains, donc vous n'êtes pas obligé de mettre « Oh ça, c'est trop super !» Mais vous pouvez utiliser ce moment-là, parce que le mec vient d'utiliser une recette, c'est une appli où on fait des recettes pas de cuisine, mais pour lui indiquer, bah voilà, désormais où tu pourras trouver les autres. On la retrouvera tout à l'heure, cette application, je vous expliquerai un peu mieux à quoi elle sert. La deuxième, c'est Beta Series, qui me dit, bah, pour dire que tu as lu une série, swipe. Il va me dire, oui, mais tout à l'heure, vous nous avez dit de ne pas faire ça. Non, j'ai dit de ne pas faire ça avant. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas proposé cet écran-là juste après l'installation de l'application, on me le propose après que j'ai ajouté une série. Donc là, c'est le bon moment. Je suis vraiment dans de bonnes dispositions pour comprendre à quoi ça va me servir. Sinon, je ne l'aurais pas du tout regardé. Et à droite, c'est je sais plus quoi, une box qui attend que j'ai mis un mail en attente pour me dire eh ben, tu pourras les retrouver à cet endroit-là. Si on me l'avait dit au tout début, j'aurais pas retenu ça. Ça va? Faites des têtes un peu. Il me reste... ça va, je suis là. Bon, tout ça pour vous dire que faites vraiment attention quand vous essayez de faire de la pédagogie, d'abord qu'elle serve à l'utilisateur et qu'elle soit donnée au bon moment, si possible dans le bon format, et vraiment des planches consacrées à ça. Faites attention parce que c'est un effet mur très important. Toujours dans les techniques pour optimiser la navigation sur mobile, je vous ai dit c'est embêtant quand on se trompe parce que du coup on est obligé de revenir à l'écran d'avant, de réattendre, etc. Pour optimiser ça, c'est très important d'essayer d'imaginer des possibilités de prendre des raccourcis d'un écran à un autre. Alors il faut bien les choisir, c'est pour des usages bien particuliers. On appelle ça la navigation transversale, c'est-à-dire que je ne prends pas le chemin habituel avec les menus, mais contextuellement je vais d'un écran à un autre parce qu'on a considéré qu'ils avaient un lien. Et du coup ça me permet de sauter des étapes en fait. Je suis sur le bon coin là, je ne sais pas si vous voyez, en haut j'ai un bouton retour, et en haut à gauche, pardon, en haut à droite j'ai un suivant précédent sous forme de flèche, qui me permet de passer d'une annonce à une autre sans avoir besoin de retourner à la liste. Parce que retourner à la liste, ça fait, je suis sur ma liste, je vais voir une annonce, ça ne va pas du tout, je retourne à la liste, et sur une autre annonce, ça ne va encore pas du tout, je retourne à la liste, et ainsi de suite. Pardon, j'ai une minute d'écran. Ici, du coup, par un mécanisme de bypass, c'est tout simple, mais ça me permet de ne pas avoir ce mécanisme d'aller-retour. Et donc, comme on a vu que le contexte sur mobile est très sensible à cette temporalité, à ces ruptures, ça me permet potentiellement en fait, de consulter plus d'annonces dans la même durée de session. Ça a vraiment une utilité aussi business, hein, tout ce que je raconte. C'est pas juste oh, l'utilisateur, il est trop sympa et tout ça. Non, c'est pour que votre application soit plus efficace, qu'elle lui serve à lui, mais aussi du coup que vous fassiez du business. Et les deux peuvent vraiment aller ensemble.
C'est pas du tout ce que je voulais dire sur la nappe transversale. Je voulais vous dire qu'elle peut être plus visible ou non selon l'utilité de cette nappe transversale. Sur le bon point, c'est bien de voir les suivants précédents, et d'autant plus vu la cible utilisateur. L'objet est là, je vois que je peux le faire. Sur le monde, on a le même type de mécanisme, c'est-à-dire c'est aussi de la nappe transversale, je peux passer d'un article à un autre en swipant, mais on ne le voit pas. Et c'est pas grave, parce que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'aura pas forcément envie de passer d'un article à un autre comme ça. Mais quand je sais que je peux le faire et que je commence à m'y habituer, c'est très cool et je vais plus vite. Donc il faut vraiment adapter la visibilité de ces possibilités-là selon l'utilité de la nappe transversale. Dernière chose, on peut jouer sur la perception. Je dis dernière chose, mais c'est des dernières choses de sous-chapitre de chapitre. Donc il nous reste encore un quart d'heure. Là, je suis sur le site mobile de Colette et vous vous souvenez, ces écrans dont je vous parlais, où on voit vraiment l'arborescence et on appuie sur une rubrique, puis sur une sous-rubrique, puis encore sur une autre. On est vraiment dans ce type d'interface qui marche fonctionnellement, ça marche très bien. Par contre, on ressent très vite en tant qu'utilisateur la lourdeur du parcours. C'est-à-dire que je choisis le rayon, le sous-rayon, j'ai encore pas vu de truc cool et je suis chez Colette, donc c'est même un peu paradoxal. J'ai envie de voir des choses. Et à pas grand-chose près, alors qu'on a exactement la même architecture, on passe par les mêmes étapes, juste le fait de dire j'ouvre un menu et je suis en contexte, je ne recharge pas d'écran, j'ai pas d'effet d'attente, va faire que la perception va être différente. J'ai pourtant fait exactement la même chose. Hein. Je suis passée d'un rayon à un autre. Merci parce que je vois pas du tout ce que je voulais. Je voulais gérer. Idem chez FightChat, j'ai une liste de contacts. Je regarde le détail d'un contact, qui est moi d'ailleurs. Là j'ai une tête de Lego. Le fait de garder l'interface en dessous, c'est juste un effet perceptif. C'est exactement la même chose. J'ai ouvert un écran de détail, mais va faire que j'ai moins cette impression de lourdeur et d'étapes successives. C'est aussi important, et d'autant plus que l'interface est à usage très récurrent. C'est-à-dire que les gens l'utilisent très souvent. Donc potentiellement c'est un outil. C'est très important d'adapter la surface active, donc en gros ce sur quoi je peux appuyer, la dimension des boutons ou des zones sur lesquelles je peux agir, à la fréquence de cette action-là. D'où on le verra plus tard, l'importance des gestes pour aller plus vite. J'ai deux applis qui font exactement la même chose. À gauche, je suis chez Chronodrive et à droite chez Leclerc. Drive aussi. J'ouvre régulièrement des fiches produits, parce que quand même, je n'achète pas toujours le même pack d'eau. Non. J'ouvre régulièrement des fiches produits. Chez Chronodrive, c'est tout con. Hein. Je peux appuyer n'importe où en dehors de la fiche pour la fermer. Chez Leclerc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en haut à gauche, il y a un petit libellé qui s'appelle fermer. Vas-y la galère pour le viser à chaque fois. Je le sais, je l'apprends. Donc je génère même des réflexes moteurs. Les gens qui connaissent bien cette application, j'ai vu en vrai en test, naturellement, avant même qu'ils regardent l'interface, leur bras fait comme ça pour aller chercher le libellé fermé parce qu'ils ont appris qu'il était là. Mais quand même, c'est un effort plus, d'abord, un peu conscient et plus important par rapport à pouvoir appuyer n'importe où. Ça aussi, c'est faciliter la navigation. Prévoir que ça marche à peu près quel que soit le réflexe de l'utilisateur. Et on sait qu'il développera des réflexes quand on utilise des conventions. Donc on va essayer de se baser là-dessus. Et puis en dernier, sur les tips de la navigation, c'est bien d'essayer de prévoir une navigation élastique, c'est-à-dire que chacun a la sienne. Votre appli, c'est pas mon appli. Ma navigation, c'est pas votre navigation. Qui s'adapte vraiment aux usages de chacun. Et c'est important de le faire de manière implicite, c'est-à-dire que faire une rubrique favori, ça marche pas, ou pas assez, ou pas pour la plupart des services. Par contre, la personnalisation implicite, c'est-à-dire j'apprends des actes de mes utilisateurs, ça marche. Ça marche et en plus ça a un effet bug parce que le mec se dit « Ah ouais, cool ». Et ça c'est rare de pouvoir générer un truc conscient chez l'utilisateur. Chez Inbox par exemple, j'ai à peine dit que je voulais écrire un message qui me propose déjà mes 3 destinataires les plus fréquents. J'ai rien eu à faire quoi. Évidemment, lui, il ne va pas vous proposer d'écrire à ma sœur parce que c'est moi qui lui écris souvent, c'est pas vous. Donc le mécanisme est le même, mais en termes d'application, je vois quelqu'un qui fronce. J'écris Delphine Boucher, c'est ma sœur. Elle est là parce que je lui écris très souvent. Si vous avez une box, vous n'aurez pas la même chose.
Ça paraît tout con, mais ça change vraiment beaucoup de choses en termes d'expérience utilisateur. On va attaquer un truc sur les... Est-ce qu'on utilise un menu visible ou un menu caché? 5 minutes. C'est 10 en fait. Vous m'avez gratté, c'était 50. Allez, 10. C'est écrit 10 d'ailleurs, c'était pile. On m'interroge souvent sur on a un burger, on a un hamburger. Et depuis quelques mois, c'est surtout ne me mettez pas d'hamburger. Parce que c'est devenu complètement anti-fashion. Et j'avais envie de faire un point particulier là-dessus. Un menu caché, c'est ce que vous voyez à gauche sur Netflix. Ça peut être ça. En tout cas, c'est un menu qui demande pour s'ouvrir qu'on appuie sur quelque chose. À droite, c'est un menu visible. En bas, vous avez une tab barre avec des rubriques. Quand est-ce qu'on utilise un menu qu'on voit tout le temps? On l'utilise quand on veut que le menu soit suggestif, c'est-à-dire quand on veut donner des idées à l'utilisateur. On verra un exemple après. On l'utilise quand on veut que la personne soit très efficiente, c'est-à-dire qu'elle aille vite, elle puisse accomplir ses actions rapidement. On l'utilise aussi parce que c'est plus facile quand il y a peu d'items. Sinon, si on doit placer 15 onglets, ça va être compliqué sur le menu. On l'utilise quand on n'a pas forcément beaucoup de problématiques de place à l'écran, quand c'est possible en fait. Et puis quand, en tant qu'utilisateur, j'ai souvent besoin de passer d'une rubrique à une autre. Ça, c'est vraiment hyper important. Ça peut donner ça, c'est-à-dire des trucs pas forcément trop moches. Hein. On n'est pas obligé de faire des trucs comme dans les premiers iPhones, hein. Ça peut donner des trucs assez beaux. Mais ça marche parce que j'ai des tout petits libellés, j'en ai pas beaucoup, etc. À l'inverse, quand est-ce qu'on doit utiliser, quand est-ce qu'on peut plutôt utiliser un menu caché? Et il y en a plein des contextes dans lesquels c'est possible. Bah d'abord quand il n'y a rien de stratégique là-dedans, quand c'est que des trucs accessoires. Ensuite, quand l'écran principal, ça couvre déjà la majorité des usages. C'est vachement le cas dans les réseaux sociaux. Je fais que broder des trucs, c'est un newsfeed, j'ai rien d'autre à faire, quoi. Donc un menu caché, ça va très bien. Ensuite, lorsque l'utilisateur sait que la fonctionnalité existe, quand il va aller la chercher, autrement dit. De manière générale, alors évidemment il y a un compte utilisateur, donc je vais pouvoir le trouver quelque part. Ou spécifique, je suis sur un quotidien, je me doute qu'il va y avoir des rubriques. Je suis sur un site d'e-commerce, je sais qu'il va y avoir des rayons. Ensuite, quand la rubrique ou l'écran est de toute façon rencontré par l'utilisateur dans un flow à peu près normal, genre quand je veux faire une commande, à un moment donné, je vais rencontrer l'identification au compte utilisateur. C'est très rare les gens qui passent une commande et qui se connectent avant, n'arrivent pas. Donc c'est le cas quand de toute façon, dans le flux d'interaction, il va rencontrer cet écran. Et puis quand j'ai trop de rubriques en fait, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement. Et on va voir que ça peut bien ou pas bien marcher. Sur une appli de mail, aucun intérêt ou très peu à avoir un menu visible. Je vais jamais, très rarement regarder mes brouillons, donc ça me va très bien que ce soit dans un menu caché. C'est pas grave si je dois faire un tap pour y accéder. Et je me doute qu'ils sont là quelque part, donc je vais de toute façon aller les chercher si j'en ai besoin. Sur un quotidien, j'ai forcément des rubriques, en général j'en ai un paquet, donc ça marche aussi. Si je le fais pas comme ça, ça donne des choses comme chez le Guardian. Alors je vous laisse juge, mais c'est toujours des compromis, mais c'est vrai que ça donne une expérience visuelle et du coup mentale un peu différente. Là j'ai les rubriques dans un menu caché, et là je les ai, en tout cas j'en ai quelques-unes visibles au départ. En bref, je peux mettre dans un menu caché des choses qui sont pas importantes. Et ça ne m'empêche pas dans le cœur de page de relayer ces rayons-là. Chez Apple, chez Paloplate. Je vais montrer les choses les plus importantes, qui sont cachées dans le menu, mais qui peuvent apparaître quand même en cœur de page quand j'ouvre l'appli. Ça peut me permettre aussi de hiérarchiser deux menus, c'est-à-dire que je peux en avoir un visible et un caché. Alors, hamburger, boulet de viande, tout ça, c'est le nouveau baiser qui se fait un plaisir de prendre les métaphores de trucs de cuisine pour nous dire à quel point les menus cachés c'est merdique. Mais de temps en temps c'est bien. Chez Dropbox par exemple, ça me permet d'avoir un menu visible qui privilégie les usages principaux et de mettre dans ces boulettes de viande les options qu'on va chercher si on en a besoin. Donc ça marche très bien. En gros ça marche bien quand l'utilisateur cherche à faire quelque chose. Ça marche moins bien quand on veut lui donner une idée. Et quand on fait du marketing, on veut souvent donner des idées. Bref, c'est pas forcément mal, vous ne le répéterez pas parce que je vais me faire suicider. Mais si vous avez vraiment choisi votre hamburger, que vous l'assumez et que vous savez pourquoi vous l'avez fait et que votre contexte est OK avec ça, ça marche.
C'est vraiment sans aucun problème. Et c'est même mieux, bon, il n'a aucun pouvoir suggestif, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner d'idée à votre utilisateur, mais c'est même mieux parce que du coup vous allez privilégier une interface qui donne la part belle au contenu, qui s'encombre pas de plein d'options de navigation. Et c'est important aussi. J'ai passé un truc important qui dit que les menus visibles ça marche bien parce que c'est là en fait. Donc, comme c'est là, c'est un pouvoir suggestif. C'est ce qu'on utilise aussi quand on fait du cut-off design. Le cut-off design, c'est couper volontairement un item pour montrer que ça continue. Donc là, je suis sur des fiches produits. C'est parce que je vois le début de la photo d'après que je vais avoir tendance à faire ça. Si elle n'était pas là, je le verrais, je le ferais pas du tout. Donc c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, c'est parce qu'on voit qu'on a tendance à faire, ou que c'est incitant. Pour bien faire un menu caché, il y a quand même des trucs à respecter. D'abord un picto conventionnel, un picto qui se voit. Et la visibilité, ça importe même plus que la localisation. J'ai fait des tests là sur cette appli où le menu est en haut à droite, on s'en fout qu'il soit en haut à droite par rapport en haut à gauche, quoi. Les gens le voient, 9 sur 10 appuient dessus vraiment en première intention, et en plus avec des verbatims de type genre là quoi. Le dernier qui ne le fait pas, il appuie d'abord sur la date avant d'appuyer sur le menu, il veut revenir à l'édition de la veille. Mais très rapidement, il va voir le menu. Donc, c'est surtout important qu'il se voit, ce menu. C'est bien aussi de ne pas forcément utiliser le picto, si possible, hein, avec les trois étages du hamburger, mais un picto qui décrive ce qu'il y a dans votre menu. Chez Uber, par exemple, c'est quasi que des options de profil utilisateur dans leur menu. Donc, leur picto, c'est un bonhomme, c'est pas 3 lignes. Du coup, il y a un vrai effet sémantique. Et puis, si on va rajouter une petite couche, parce qu'on a vraiment peur que le mec ne voit pas le menu, on peut rajouter un libellé menu. Mais il n'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'il ajoute un truc sur l'interface. Donc il faut vraiment être sûr qu'on a besoin, qu'on a suffisamment peur que les gens ne voient pas le menu. Idem si on a un système de notif. Ça va artificiellement attirer l'attention de temps en temps sur la présence du menu. On peut aussi utiliser là où je suis pour indiquer qu'il y a un menu. Tout en bas, là, j'ai un truc qui s'appelle Timeline. Vous ne voyez pas parce que c'est tout petit, mais il y a une petite flèche à côté. Ça m'indique que présentement, je suis dans Timeline, mais que sans doute, je peux aller ailleurs. Et je n'ai pas besoin de montrer tous les autres trucs pour indiquer qu'il y a un menu. Et dernière chose, c'est possible d'utiliser un flux d'interaction, enfin des étapes, qui rendent visible le menu. Là, je suis sur une appli où à chaque fois que je l'ouvre, je vois le menu et je dois choisir quelque chose. Et puis, dans toute ma navigation après, il se replie et il est caché. Mais à chaque fois que j'ouvre l'application, je le vois. Donc je sais qu'il est là. Si j'en ai besoin, si je veux passer d'une rubrique à une autre, je sais où c'est. Je sais que ça existe. Pourquoi c'est utile d'utiliser parfois des menus cachés, des hamburgers et tout ça parce qu'il y a vraiment une compète parmi tout ce que je peux mettre à l'écran. Soit de la nav ou du contenu. Et quand je suis utilisateur, je dois vraiment, encore plus en mobile, requérir à ce qu'on appelle l'attention sélective. L'attention sélective, c'est très bien représenté par cet effet qu'on appelle cocktail party. Vous êtes dans une fête, il y a plein de bruit, la musique et tout, les verres s'entrechoquent, blablabla. Vous êtes pourtant capable de maintenir une conversation avec quelqu'un d'autre et d'entendre votre prénom si quelqu'un le prononce. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous concentrer, mais quand même, vous êtes en train de traiter tout ce qui se passe autour. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. C'est pareil en visuel, et ça demande du coup d'inhiber tout ce qu'il y a autour pour pouvoir se concentrer. On ne s'en rend pas compte évidemment, sinon on mourrait très vite. Mais on le fait. On le fait et ça nous coûte cognitivement parlant. Donc il faut qu'on aide les utilisateurs à inhiber tout ce bruit autour. Et vraiment, ça, visuellement, ça marche presque encore mieux que auditivement. Pour ça, on va utiliser la notion de moment d'interaction. Ça permet à tout à l'heure d'avoir une application où j'ai un menu visible quand j'arrive, mais dès que je scrolle, il s'efface. Parce que on considère que j'en ai moins besoin à ce moment-là. Idem chez Le Monde où j'appuie sur un... Ah, vous voyez la vidéo et pas moi, c'est intéressant. J'appuie sur un article, il s'ouvre, et là, tout d'un coup, j'ai plus rien que l'article. Bien sûr, dès que je rappuie, je vais pouvoir avoir les options de navigation, notamment pour le fermer. Mais j'ai vraiment eu un moment très privilégié de lecture qui me permet de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. C'est à ça que ça sert de cacher.
On va terminer sur la navigation par geste. Je prends 2 minutes. De parler à mon manager. Même 5. 5 je sais qu'on était large. Je voulais parler de ça pour un peu répondre à ces satanés briefs de genre on voudrait une application en swipe. Parce qu'en général, ça commence très très mal. J'ai un chronomètre qui vient de passer en rouge, parce que j'ai passé le 0. C'est très flippant. Donc une application en swipe, il faut reprendre, détricoter les choses du début en disant mais pourquoi swiper en fait, voilà. Bon. Donc on reprend avec un process un peu plus classique, mais c'est très significatif parce que c'est vrai que c'est la fashion d'utiliser des gestes. Donc j'avais envie juste de faire un point sur à quoi ça sert et sur quoi il faut être vigilant. Pourquoi c'est cool? Pourquoi c'est avantageux d'avoir des gestes? C'est avantageux parce que ça ne se voit pas à l'écran, donc ça ne prend pas de place. Ça ne nécessite pas de viser. On l'a vu tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'appuyer sur un picto en particulier puisque c'est un geste. Ça peut protéger contre l'erreur, c'est-à-dire que ça protège des tapes malencontreuses. Je déverrouille mon téléphone comme ça parce que du coup, ça me permet de ne pas l'ouvrir tout le temps par mégarde. Et ça peut donner du sens. Si je zoome ou je dézoome sur une carte, il y a une valeur sémantique au geste. Ça ne nécessite pas de viser. J'ai pris un exemple sur voyage dans Inbox, où on va voir que j'ouvre un des voyages, voilà, je vais appuyer sur ces villes, la fiche s'ouvre, je vais le fermer en appuyant sur la croix en haut à gauche. Mais en fait, je peux aussi le faire avec un geste en descendant. J'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de lui montrer, j'ai pas besoin de le raconter. Mais peut-être que parfois, des gens vont l'utiliser comme ça, pour essayer, parce qu'ils vont l'avoir rencontré ailleurs. Donc c'est très intéressant, ça me permet de ne pas aller viser le bouton retour. Ça marche et c'est intéressant quand c'est des applis où je fais ça très souvent, sinon ça n'a aucun intérêt. Et leur défaut principal, c'est que c'est absolument pas découvrable. Si j'ai pas quelqu'un à côté ou un tutoriel qui me dit tu peux faire ça, à part parce que j'ai utilisé une convention que je retrouve ailleurs, il n'y a aucune chance pour que les gens le découvrent. Donc pour compenser ça, on a des techniques. D'abord, justement, on utilise des gestes conventionnels. C'est mieux de faire comme les autres. Des gestes conventionnels et des gestes faciles à réaliser, on verra après, mais à un doigt c'est mieux, en général. Et c'est pas rien. Oui, on voudrait inventer la nouvelle forme de navigation, on voudrait faire à 2 doigts comme ça, et le mec devrait faire comme ça. C'est le trip de pas mal de choses. La deuxième technique est beaucoup plus efficace, elle consiste tout simplement à doubler le geste. C'est-à-dire qu'on a des gestes, mais on n'a pas que ça. Donc ça sert aussi pour les phases de découverte d'une application, où je ne vais pas forcément penser, où je ne vais pas forcément avoir besoin d'être efficient pour faire un geste. Et puis on peut essayer de faire deviner, on va voir quelques exemples. Doubler le geste, on retrouve cette application. Excusez-moi. Donc je suis sur une recette où, en m'écrivant une note, ça va me l'envoyer par mail, que je vois à gauche. Je peux, en appuyant sur un picto que vous ne voyez certainement pas, qui est un picto grisé très clair en bas à droite, arriver sur la liste de mes recettes. Ça marche très bien, c'est un tap, voilà. Je peux apprendre à droite, en utilisant l'application, en essayant de l'utiliser. Quand j'appuie sur un picto, il fait comme ça. Voilà. Ça m'incite à me dire, il y a un truc qui doit se passer. Ça m'incite à essayer de swiper. Et effectivement, quand je le fais, je vois que bon là je l'ai fait très longtemps pour l'exercice, je vois que je peux passer d'une recette à une autre sans appuyer sur le picto, passer par la liste et réappuyer sur une recette. Donc c'est une manière d'être plus efficiente. C'est ça, doubler un geste, c'est-à-dire permettre à l'utilisateur de réaliser une action, soit par un tap sur un élément, un picto, un libellé, un bouton, peu importe, soit par un geste. Et c'est une des seules manières de limiter, de compenser le peu de découvrabilité des gestes. Idem chez la matinale. Décidément, j'ai pas envie de me le faire taper sur les doigts. Je ne voulais absolument pas prendre Tinder. La première fois, je vais peut-être faire regarder, passer en bas à gauche. Et puis, parce que c'est animé, donc parce que je vois que la carte va à gauche ou à droite, ça va naturellement m'inciter à faire ce geste-là. Donc animé, ça peut être aussi une bonne manière d'apprendre un geste. Si j'ai ouvert un menu en appuyant sur une icône menu et qui est arrivé comme ça, et bien la prochaine fois, je vais peut-être avoir l'idée de l'ouvrir via un geste. Parce qu'il s'est installé comme ça dans l'interface avec une animation. Il faut aussi préférer la pédagogie implicite. Si vous êtes obligé d'expliquer le geste et donc de prendre de la place à l'écran pour l'expliquer, ça ne sert à rien. Ici, dans toute ma vie d'utilisateur de l'application, chaque fois que je viendrai sur cet écran, on me dira « Faites un balayage à gauche pour éditer ou supprimer un favori ». Eh ben bravo.
Du coup, ça ne sert à rien d'avoir mis un geste, puisque le but du geste, c'est de libérer, notamment de libérer de la place à l'écran. Donc là, c'est vraiment juste pour se faire plaisir. Et puis, en choisissant là où on met des gestes et là où on n'en met pas. C'est important sur les choses importantes, c'est moins important sur les choses que les gens font rarement. On est sur Sketches, là, c'est une application de dessin sur iPad, en fait sur iPad, mais sur mobile au sens général. Mais là, j'ai pris l'exemple de l'application iPad. Je peux faire, je sais pas, 12 gestes différents, des trucs un peu compliqués, mais très intéressants et très efficients quand je l'utilise très souvent. Ils choisissent d'en apprendre 2 au lancement de l'application. J'apprends notamment à annuler. Et ce qui est intéressant, c'est parce que j'ai appris à annuler en faisant comme ça, que peut-être de moi-même, je vais essayer de faire un désannulé, un redo, comme ça. Parce que c'est un truc qui est en symétrie. Si j'ai appris à monter comme ça, je vais naturellement essayer de descendre comme ça. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre parce qu'elles vont naturellement se déduire d'un geste qui est préexistant. Si j'ai appris à aller au suivant en faisant comme ça, j'ai aussi implicitement appris à aller au précédent en faisant comme ça. Donc ça veut dire que vous, concepteur, vous n'avez pas besoin d'apprendre les 2 à l'utilisateur. On a déjà dit un peu tout ça. Il faut réserver les gestes aux actions les plus importantes, choisir des gestes faciles à réaliser aussi, et essayer de ne pas trop se faire plaisir. Parfois, les gestes compliquent la tâche. Ça m'arrive souvent d'essayer de faire un truc sur l'application, et là, il y a un truc qui sursaute, genre « Mais lève-moi !» Et oui, mais pourquoi ça ne marche pas juste en appuyant? Donc faites très attention à ce qu'ils augmentent effectivement l'efficience versus l'inverse. En bref, puisqu'on a enfin terminé, ce que j'ai essayé de vous apprendre, que j'aimerais que vous reteniez, c'est de respecter l'utilisateur, en tout cas son besoin, son usage principal, et de limiter du coup les entraves à la réalisation de ce besoin-là. Sur le reste, c'est pas grave. Sur le reste, c'est peut-être même souhaitable si ça vous permet de privilégier l'usage clé. Ensuite, et notamment par rapport au hamburger, il faut vraiment faire attention à ne pas adopter les solutions d'interface toutes faites sur l'étagère, genre je veux faire comme le voisin, sans réfléchir, mais vraiment imaginer la solution qui va bien par rapport à votre contexte. On a vu que dire le hamburger c'est mal, ça veut rien dire en fait. Tout dépend du contexte. Il y a des contextes dans lesquels c'est très bien, il y a des contextes dans lesquels c'est très mal. Utilisez les gestes en complément, c'est-à-dire pas tout seul. À part si vraiment vous avez une appli professionnelle où les gens ont une formation et du coup ils sont forcément que le geste existe, essayez de le doubler. Et puis allez vraiment voir la réalité des usages pour redescendre un peu. Ça fait beaucoup de bien, c'est important, il faut que ce soit inclus dans vos process de prod tout le temps, d'aller voir ce qui se passe, parce qu'on est toujours surpris et parfois ça nous permet de sauver du travail. Oubliez tous les tutoriels, vous allez voir que vous allez avoir du temps pour vous intéresser à d'autres choses. Voilà à peu près, pas tout, mais à peu près un bout de ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, désolé pour le 7 minutes.